et l'inclusion en supply chain en Île-de-France. Euh, on a, euh, on a pu développer ce webinaire grâce au support du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, représenté par Déborah aujourd'hui, dans le cadre du parcours employeur habilité. Un parcours employeur habilité, on en parlera un peu plus en détail au fur et à mesure de la présentation, en vous présentant les pistes de collaboration. Donc voilà, il est possible grâce au conseil départemental, donc merci pour ça. Et ce webinaire et l'analyse qui est liée vise à mieux comprendre les enjeux de recrutement dans la supply chain et identifier les leviers concrets avec l'inclusion pour accompagner les entreprises du secteur. Et donc, l'idée, c'est que ce webinaire, sa date n'est pas choisie au hasard. Il s'inscrit dans la semaine nationale du transport, du transport et de la logistique sur ces métiers, organisée par France Travail. Et, euh, et donc, pareil, il y a plusieurs événements qui ont lieu cette semaine, dont on pourra vous parler aussi au fur et à mesure du webinaire. Je voulais déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous puissiez nous connaître un peu plus. Donc, qui nous sommes, l'association sociale Cobise, faisant partie du groupe ARES. Pourquoi nous avons choisi de nous focaliser sur le secteur de la supply chain en Île-de-France? Et ensuite, pourquoi l'inclusion? Pourquoi l'inclusion dans le secteur de la supply chain? Et concrètement, quelles collaborations existent? Quelles marches, quelles étapes de collaboration on peut effectuer euh, pour répondre à ces enjeux de recrutement? Et en partie 4 des prochaines étapes. Ça nous permettra de voir comment vous avez reçu ce webinaire, avec quoi vous en repartez et qu'est-ce que ça vous aidera à porter au sein de votre organisation. Donc déjà, avant d'aller dans le détail sur Social Covid, nous sommes Inès, Raël et Julienne Guyon. Pour ma part, je suis consultante en coopération à impact dans l'équipe de Julie et je suis plus précisément j'interviens sur les sujets RH, recrutement inclusif et donc la partie RSE, volet social. Voilà. Merci Inès pour l'introduction. Du coup, bienvenue à tous. J'espère que voilà, il y a une petite dizaine d'inscrits, que les gens vont arriver et ou sinon, enfin certains sont excusés en tout cas par ailleurs pour le no-show et auront l'enregistrement. N'hésitez pas, enfin, on peut en profiter, on a un petit comité, donc enfin, voilà, à interagir le plus possible, notamment par rapport aux attentes que vous aurez pu avoir en vous inscrivant voilà, à ce webinaire. Donc moi, pour me présenter rapidement, je suis Juliette Million, directrice conseil du coup chez Social Cobiz, qui est effectivement la branche enfin, conseil sur les sujets d'innovation sociale. Donc on fait partie d'un grand groupe d'acteurs qui accompagnent des personnes en situation de fragilité. Et forte de notre expérience sur tous les sujets liés à la coopération impact et notamment tout ce qui est coopération dite entre entreprises dites classiques et acteurs de l'économie sociale et solidaire, on a développé voilà, notre accompagnement autour de ces sujets de coopération. Donc effectivement, l'objet de ce webinaire, c'est de parler de la thématique, mais voilà, c'est plus pour rapidement vous expliquer qui on est. Donc là, sur la jeunesse, donc effectivement, nous, on a la conviction que pour résoudre les enjeux sociétaux, environnementaux, on se comporte, c'est d'arrêter de, enfin en tout cas, créer des silos entre les différents mondes associatifs, entreprises, institutions, et qu'il faut que c'est ce parti gagnant-gagnant qui permettent de relever ces enjeux et que les enjeux peuvent se retrouver également entre ces acteurs. Donc effectivement, on accompagne notamment sur le recrutement du management inclusif, et également la transition écologique. Et pardon, est-ce que tu peux revenir à la slide d'avant très rapidement, juste pour dire enfin, qui on est. Donc nous, notre métier, c'est vraiment de faciliter la coopération entre les différents acteurs de l'écosystème. On a trois modalités d'intervention. Donc on est en action pour donner envie, inspirer et un peu mettre le pied à l'étrier. On a une méthodologie d'analyse des partenariats impact, notamment tout ce qui est enfin, comprendre, faire comprendre quelles sont les opportunités de coopération. Et ensuite, notre cœur de métier, c'est d'accompagner à la mise en œuvre de ces projets. Voilà. Et après, à titre illustratif, effectivement, en 2024, on a réalisé en tout 37 missions, un peu partout voilà, en France, et enfin, basées essentiellement en région Île-de-France et aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. 100% de nos missions sont en lien avec une visée sociale et 50%, vraiment pile, j'ai vraiment fait le calcul pile, c'est vraiment 50% sont en lien avec la transition écologique. Voilà, donc après, à la limite, enfin, on peut passer les slides d'après assez rapidement, c'est plus pour expliquer effectivement la genèse, comme quoi c'est notre ADN, effectivement, qu'on intervient auprès des entreprises, des territoires et des acteurs de l'ESS. Puis après, je pense qu'il y a plus, c'est ce que j'ai un peu introduit tout à l'heure,
sur nos modalités d'intervention. C'est tout ce qui est la création de passerelles durables entre les différents acteurs de l'écosystème, effectivement. L'offre RH, c'est comment rendre le recrutement inclusif et durable face aux métiers en tension. Donc là, c'est effectivement la déclinaison de ce qu'on propose dans nos accompagnements. L'offre liée à la transition écologique, c'est en lien avec des filières, en lien avec des enjeux de gisement ou de création de chaînes de valeur, donc en lien avec la transition écologique. Et l'offre territoire, c'est la création de synergie entre les différents acteurs d'un même territoire. Et du coup, je te laisse la main, Inès. Merci Julie. Donc comme je vous l'indiquais, j'interviens plus sur la partie offre RH, donc la sensibilisation des équipes, outiller les managers et RH, pérenniser le recrutement inclusif et créer des passerelles entre les acteurs de l'ESS et les entreprises, en faisant une espèce de matching, en les aidant à déterminer leurs critères et à collaborer fluidement ensemble. Euh, Je voulais vous indiquer, donc là on va vous poser des questions, mais si vous en avez aussi, vous pouvez tout à fait les écrire dans le chat. On a gardé une dizaine de minutes à la fin de ce webinaire pour les questions, donc n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure et on les prendra en fin de séance. Et voilà, donc là c'est mon tour de vous poser des questions et de vous demander donc quels sont les métiers où vous avez le plus de mal à recruter. Alors, on pourra peut-être adapter la question sur les présents webinaires aujourd'hui. Ce serait plutôt, tiens, ce qui pourrait être intéressant, c'est vers quel métier veulent le plus se tourner les personnes que vous accompagnez au niveau associatif? Qu'est-ce qui ressort comme intérêt en tout cas pour Thierry et Rachel? Et quelles seraient vos intentions, attentes pour ce webinaire autour de l'inclusion comme une piste de réponse aux métiers en tension en supply chain? Alors, donc si c'est autre, puisque vous êtes concerné mais d'une manière différente, si c'est autre que les quatre options, n'hésitez pas aussi à nous l'écrire. Donc, je vais vous laisser deux petites minutes pour nous écrire tout ça. Inès, juste une question. Est-ce qu'il y a Oui. des entreprises connectées? Parce qu'il y a des caméras que je vois pas. Je ne sais pas Oui. si c'est des personnes. Alors, en termes de participants, on a donc Annie, qui est une des intervenantes. C'est vrai, Annie, tu aurais pu te présenter. Ça sera à l'occasion après. Mais oui, elle le fera après. Tu le feras après quand ce sera ton moment. Donc oui, Annie, qui est responsable du service relations entreprises chez nous, chez Ares, et qui D'accord. interviendra un peu plus tard dans ce webinaire. Nous avons Très aussi bien. Margot, qui travaille sur le site Marguerite. Donc Ares, qui est un site de supply chain dédié à l'inclusion. Donc ils ont des bénéficiaires en fait sur leur entrepôt et ils proposent en fait des services aux entreprises. Donc c'est vraiment Margot, elle évolue au sein de la passerelle entre la personne qui est éloignée de l'emploi et son retour potentiel à l'emploi traditionnel. Et elle a été un vrai support pour la réalisation de ce webinaire. Donc c'est aussi dans ce contexte-là que je l'avais invitée. Donc je te remercie Margot de ta présence. Et pareil, si tu veux, Merci. voilà, si tu voudras rebondir dans le chat par moment, parce que effectivement, je vais passer des extraits vidéo assez courts des échanges que j'ai pu avoir. Donc, si jamais tu veux rajouter des choses par écrit, n'hésite pas. Ok, intéressant. Merci Rachel. Donc, effectivement, les pistes de collaboration devraient répondre justement à cela. Donc, vos publics, Rachel, sont éligibles à l'insertion, c'est-à-dire qu'ils seront éligibles à pouvoir potentiellement avoir un pass IAE ou quelque chose comme ça?
Et Thierry, si vous préférez le faire à l'oral, allez-y, Oui, hein, sans oui, souci. oui, ça va plus vite pour moi. En fin de compte, les publics que nous accompagnons sont liés à un cumul de freins d'accès à l'emploi. Donc, et ils sont, pour 70% d'entre eux, habitants QPV, QPOP, donc éligibles à l'IAE pour une grande partie. Maintenant, on peut avoir aussi des personnes qui sont à des frontières, c'est-à-dire de salariés précaires, très précaires. Elles n'ont pas toujours éligibles à l'instant T, mais en même temps, demandeurs d'emploi de longue durée, malgré tout, en regard de la durée de cette précarité. Donc, on est bien en lien avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui peuvent être aussi dans des démarches euh, d'accès aux droits, quels qu'ils soient, pour à un moment donné améliorer leurs conditions de vie. Donc ça, c'est pour le socle des personnes que nous accompagnons. Maintenant, sur leurs souhaits, bah, en fin de compte, quand on parle de souhaits, c'est bien un sujet pour la médiation. C'est que les souhaits exprimés, c'est je veux de l'emploi tout de suite, quel qu'il soit. Ok. Donc, c'est l'expression la plus présente dans le temps de repérage. Après, évidemment, dans le temps d'accrochage des personnes, les choses se précisent, mais la prégnance de la solution emploi est quand même très forte. Ok. Donc, aller vers un dispositif d'accompagnement, ouais, pour élaborer un projet, ouais, c'est pas obligatoirement euh, accessible tout de suite. C'est pour ça que nos accrochages, enfin ce qu'on appelle nous accrochages, ça peut être une période assez longue malgré tout, de plusieurs mois, voire 2 ou 3, sur lesquels du coup on essaye du coup d'aborder le besoin d'accompagnement qui est sous-jacent à j'ai envie d'un projet professionnel ambitieux, donc il faut passer par des étapes. Maintenant, les secteurs, les gens, j'allais dire, les gens sont charmants. Les gens, en fin de compte, ils sont prêts à prendre des emplois très, très basiques et ils ont un pragmatisme des secteurs en tension sur lesquels nous sommes tous évidemment vigilants en termes de transport, restauration, bâtiment, nettoyage, commerce et donc santé, etc. Donc, on est plutôt, nous, dans une deuxième démarche de création d'événements emploi autour de la promotion des métiers pour leur dire oui, très bien, vous êtes aujourd'hui, allez, je prends une caricature, un monsieur qui est homme trafic sur un chantier du bâtiment. Qui a pris cet emploi dans le cadre des clauses sociales, par exemple, et qui se trouve là en emploi durable, très vite, ce monsieur, quand il lève la tête et qu'on lui pose la question, mais vous souhaitez quoi au-delà de cette situation d'emploi, il nous a dit, bah, je veux être aide-soignant. Donc, on voit bien que du coup, on a besoin de 2 niveaux d'intervention sur l'emploi dans les quartiers. Un niveau d'intervention qui répond à je veux de l'emploi tout de suite sur les secteurs en tension, et dès que les gens se redressent, eh ben, du coup, ils se disent, bah ouais, mais en fin de compte, moi, mon rêve, c'est ça. Et donc, on Mhm. est sur 2 niveaux. Une réponse, et la première Immédiate réponse, et... d'ailleurs, on est très souvent sur l'IAE. La première réponse, elle est très souvent en lien avec l'IAE. Mhm. Nous sommes prescripteurs, les médiateurs sont prescripteurs de l'IAE. Donc, on a des liens assez étroits avec les structures de l'IAE. Mais on a, en deuxième fond, à aller, à partir de ces secteurs-là, faire découvrir les filières professionnelles qui, à un moment donné, permettent de sortir ou de donner un horizon au-delà de l'emploi peu ou pas qualifié qu'on peut prendre assez rapidement sur ces secteurs en tension. Même si aujourd'hui, les secteurs en tension ont besoin de gens qualifiés. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Voilà Mhm. pour les éléments. Non, mais tout à fait. On en parlera un petit peu plus tard de tout ça, des différents leviers de collaboration et comment on peut collaborer. En tout cas, pour ce qui est de la supply chain, on prend par exemple 2024, donc en première intention, comme vous en parliez, on a 50 000 postes vacants pour 2024 en supply chain. Donc quand je dis supply chain, ça va être autant transport qu'entrepôt. Mais ça, je vais le détailler aussi. Donc effectivement, des réponses immédiates, c'est un domaine où globalement, il y a toujours de quoi avoir de la réponse immédiate, puisque c'est un domaine qui, on va dire, constamment en demande et qui trouve aussi ses recrutements difficiles. Mais ça, je vais le détailler un peu plus tard.
Merci en tout cas de ces partages, Rachel et Thierry. Donc, pour les intentions latentes, on est OK. Donc, j'en reviendrai plus en détail en fin de webinaire, mais je vous parle déjà de notre solution pour les entreprises. Et donc, Déborah, qui est là en tant que financeur, nous permet, grâce au soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et de l'Union européenne, de proposer un parcours subventionné aux entreprises. C'est-à-dire que l'entreprise a un engagement de temps, d'action, d'énergie, mais n'a pas d'engagement financier à effectuer. Et nous, on les accompagne à répondre à leurs difficultés de recrutement en supply chain grâce à l'inclusion. Donc, dans l'idée de faire évoluer leurs pratiques de management, de répondre avec des mises en relation avec des acteurs précis sur leurs besoins, aussi pour les amener à se questionner et à faire évoluer leurs pratiques, de savoir où ils en sont. Donc voilà, ce parcours employabilité, c'est sa deuxième édition. La première édition était destinée encore aux ces métiers de première intention, au BTP. Donc nous sommes en train de terminer cette promotion et pareil, à la fin de ce webinaire, je pourrais vous montrer les résultats et les apports concrets qu'ont permis employabilité. Et donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pourquoi on se focalise sur le secteur de la supply chain en Île-de-France? On en a un peu parlé, hein. Son envergure. Ce secteur, il représente 10% du PIB national en France, ainsi que 2 millions d'emplois. C'est énorme et presque du coup 10% de l'emploi régional. Donc on est effectivement sur un domaine qui requiert beaucoup de main-d'œuvre, tant au niveau entrepôt qu'au niveau routier. Euh, on remarque aussi qu'il y a des tensions de recrutement, puisqu'une entreprise sur trois rencontre des difficultés à recruter. Donc on voit aujourd'hui que ces entreprises qui ont des difficultés à recruter, elles s'ouvrent de plus en plus à différentes choses, mais on le verra aussi pour quelles autres raisons elles s'ouvriraient aussi à l'inclusion et à l'insertion par l'activité économique, IAE. Donc, vous m'entendrez souvent utiliser ce terme. Donc, le terme IAE veut dire insertion par l'activité économique. En fait, c'est pour expliquer le sas en fait, entre la personne qui est éloignée de l'emploi et son retour à l'emploi, on va dire, pérenne. Donc, il y a ce sas associatif au milieu qui l'aide par le support d'un emploi. Souvent dans des domaines effectivement en forte demande, euh, où la personne, elle va passer du temps pour pouvoir réintégrer, on va dire, ce qu'on appelle l'entreprise ordinaire. Voilà. Donc, ce que j'ai expliqué, donc c'est 50 000 postes non pourvus dans les métiers de ce secteur en 2024. Et c'est un secteur qui a aussi un turnover un peu plus important que la moyenne. Donc, on remarque quand même de notre côté que les publics en insertion vont quand même avoir tendance à rester plus longtemps en emploi. Effectivement, ce seront des publics, une fois qu'ils sont CDIsés, stabilisés, ils vont quand même faire quelques temps, mais peut-être effectivement avec, comme on l'indiquait, une volonté en niveau 2 de peut-être après de se reformer, de se spécialiser, etc., et de retourner vers des métiers peut-être autres, mais il y a quand même cette fidélité qui est là, concrètement, contrairement à un secteur qui a un turnover autour de 20%. Donc c'est quand même plus élevé que la moyenne nationale. Donc il y a aussi un besoin constant en fait de renouveler les personnels. Et c'est là où on se dit, il n'y aurait pas une passerelle évidente, puisqu'on voit que la supply chain mobilise encore peu ce vivier de talents que contient l'insertion par l'activité économique, puisque ces structures regroupent plus de 130 000 salariés à ce début 2025 et 12% travaillent déjà dans la logistique et le transport. C'est-à-dire que ces structures de l'IAE ont choisi comme métier support au retour à l'emploi la logistique et ou le transport. Donc, on a déjà des personnes qui auront des notions, qui auront de l'expérience et suivant la typologie de clients, qui seront aussi prêtes en fait à continuer dans ce domaine, certaines, et en plus formées, mais de manière terrain aussi, quoi, au-delà des formations, bien sûr, d'autres formations que peut proposer l'IAE. Donc, on commence à le voir de manière un peu évidente. Pourquoi creuser la piste de l'inclusion? Tout simplement parce que, comme je disais, un vivier de recrutement, mais pas que sous le format IAE, ça peut aussi accompagner l'entreprise à répondre à des critères légaux de pourcentage de travailleurs en situation de handicap au sein des structures. Donc ça permet aussi que les structures non seulement répondent à leur tension de recrutement, mais dans le même temps fassent un pas supplémentaire vers le recrutement de personnes en situation de handicap. Puisque, on le sait notamment, hein,
on en parlera un petit peu potentiellement plus tard, mais 90% des handicaps sont invisibles. Et pour avoir accompagné de près une structure de l'insertion de travail temporaire qui travaille uniquement sur le handicap, il me disait beaucoup n'ont pas forcément besoin d'aménagement de poste. Et ça, c'est des choses, je trouve, sur lesquelles on communique pas assez ou peu. Donc, on en profite pour le faire aujourd'hui. Euh, Ensuite, peut-être un levier dont on parle pas forcément beaucoup, c'est un levier de conformité et d'anticipation. L'inclusion permet de répondre aux attentes croissantes des donneurs d'ordre. Donc là, on est plus sur l'aspect prestation logistique ou en tout cas personnes qui sont amenées à mettre à disposition du personnel. Avant, quand je viens du domaine de la supply chain à l'origine, et quand je répondais à des appels d'offres il y a une grosse dizaine d'années, c'était plus une phrase assez bateau qui disait décrivez vos démarches en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises. OK? Aujourd'hui, on a beaucoup plus dans les appels d'offres des clauses très claires qui disent nous favorisons le recours à l'inclusion, nous vous invitons à le faire, etc., et à le démontrer. Donc, c'est vraiment une manière aussi de se démarquer sur un marché qui n'est pas encore mature, on va dire, sur ces partenariats avec l'IAE. Donc, comme je le disais, là, le volet RSE. Et ensuite, peut-être un peu moins connu, c'est aussi un moyen de réponse à la directive européenne sur le devoir de vigilance de mai 2024 et à la loi AGEC. Donc, je vais surtout me concentrer sur la loi AGEC qui travaille surtout sur le gaspillage et l'économie circulaire. Et il est vrai que les structures de l'IAE, on n'y penserait peut-être pas comme ça, mais elles sont beaucoup plus avancées sur ces pratiques. Notamment pourquoi? Parce qu'elles sont transparentes, parce qu'elles sont auditables et elles ont ce souhait d'avoir un impact social et environnemental le plus vertueux possible. Donc ça permet aussi de bénéficier de ces bonnes pratiques-là et par extension de pouvoir soit les adopter ou soit les valoriser au sein des entreprises. Ensuite, le troisième, mais non des moindres, améliorer sa performance. Euh, L'entreprise, elle cherche à être bien sûr performante. Et souvent, on peut entendre dire que l'inclusion, on a de la productivité qui est moins importante de la part des salariés en inclusion, que ça va coûter peut-être plus cher qu'un prestataire logistique classique, etc. J'aimerais qu'on puisse aussi voir les choses sous cet angle. Aujourd'hui, on sait bien que dans les générations qui arrivent, notamment la génération Z, mais aussi les générations précédentes, il y a un sujet important euh, que les personnes, les salariés ont besoin d'être alignés avec les valeurs de l'entreprise. Et on voit ici que 79% des Français attendent des entreprises qu'elles s'engagent pour l'inclusion. Donc ça veut dire que ce 79, c'est aussi probablement une grande partie des salariés des entreprises. Et on le remarque aussi que les entreprises engagées connaissent majoritairement de meilleurs résultats économiques et un taux d'engagement et de satisfaction des salariés plus fort. Donc, et je précise que cette dernière phrase sur l'engagement et les résultats économiques, elles sortent de la bouche de deux directeurs généraux. Donc, il n'y a pas forcément de lien de causalité, il n'a pas été établi en tant que tel, mais il y a forcément une corrélation, puisque ces directeurs généraux de supply chain, donc de transport respectivement et de logistique, constatent donc de meilleurs résultats économiques et un taux d'engagement et de satisfaction salarié plus fort. Donc ça, c'était important aussi de le signaler. Ensuite, agir pour le développement durable. Donc on a un peu touché ça du doigt avec la slide précédente. Euh, et notamment aussi parce que les entreprises d'insertion vont être souvent à proximité du lieu potentiel de travail avec l'entreprise, donc l'entrepôt ou le dépôt de transport. Et donc, lié à ça, ça ne peut qu'améliorer la traçabilité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, puisque comme je l'expliquais, ces structures sont auditées par l'État et ont un devoir en fait de transparence qui est fort. Euh, je vais parler de l'image employeur d'abord, le numéro 6. Bien sûr, cela va de soi. Communiquer de manière positive autour de l'entreprise, sur l'insertion, avec des preuves concrètes de l'engagement de terrain, ne peut que renforcer l'image employeur, tant au niveau médiatique si l'entreprise est concernée, ou réseaux sociaux, site internet, comme mise en avant. On verra le témoignage de nos clientes chez Marguerite, Laurence de Oden, et
qui effectivement, lors de l'entretien que j'ai pu avoir avec elle, donc je ne vais pas pu tout vous remettre parce que sinon le webinaire aurait duré 2 heures, mais voilà, je peux en tout cas vous transmettre qu'elle, au niveau de leur entreprise, les réseaux sociaux ont été une grande source de croissance pour cette start-up. Et en fait, cette start-up de domaine des cosmétiques. Cet engagement terrain ne fait que renforcer en fait la sympathie que les clients ont pour la marque et leur envie d'engagement autour de cette marque. Et ensuite, au niveau de l'image employeur, donc Annie, on parlera un peu plus tard, mais ça permet aussi, il n'y a pas forcément besoin d'embaucher des CDI, ou il n'y a pas forcément besoin de proposer des contrats long terme. Il y a déjà des premières marches et des premières étapes qui peuvent être mises en place, notamment des visites d'entreprise. Et ça permet aussi aux équipes de se sentir engagées et impliquées dans des initiatives sociétales, ce qui est important aussi. Et évidemment, qui dit inclusion, on pense à l'aspect économique. C'est souvent la question qui vient en premier, hein, honnêtement. Donc, certaines structures vont pouvoir avoir des aides financières, la GFIP notamment pour les structures de l'IAE qui emploient des salariés en situation de handicap. Il y a aussi donc des aides de Pôle emploi. Par exemple, personnes qui sont demandeurs d'emploi, des entreprises et des organismes de formation pour les former sur un métier spécifique. Donc, notamment, on le reverra plus tard, dans le BTP, nous avons mis en place cette typologie en fait, d'accompagnement qui s'appelle POEI, donc préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Et grâce au soutien de Pôle emploi et d'un organisme de formation, cela permet à l'entreprise d'avoir des personnes formées sans devoir économiquement investir pour les former elles-mêmes, ce qui est un avantage et conséquent. Donc, et bien sûr, accès à des dispositifs de formation ou d'accompagnement du type employeur-habilité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'employeur-habilité, ça va être ça va être plus d'une dizaine de jours de conseils, de disponibilité et de support sur l'avancée de l'entreprise. Et donc, ce qui est aussi conséquent et important dans ces initiatives de transition. Ensuite, maintenant qu'on a vu donc pourquoi la supply chain et pourquoi l'inclusion, ensuite, comment on met les deux ensemble en fait? Comment ça se passe concrètement? Donc déjà, je vais faire une présentation rapide de l'écosystème de l'ESS. Vous m'entendez beaucoup parler de l'IAE, insertion par l'activité économique, puisque c'est effectivement ces structures avec lesquelles nous collaborons majoritairement, mais il y a aussi bien sûr le monde du handicap, où on va avoir les entreprises adaptées, notamment les entreprises adaptées de travail temporaire, celles dont je vous parlais juste avant. Donc là-dessus, sur le domaine de l'IAE, il y a différents types d'entreprises. Donc, vous avez des entreprises qui font des activités de production en elles-mêmes, d'autres entreprises qui ont plus d'activités de placement. Donc, c'est-à-dire que dans vos structures, vous pouvez avoir un salarié qui est chez vous, mais vous pouvez aussi sous-traiter une activité. Vous pouvez aussi avoir une équipe qui intervient chez vous. Donc voilà, il y a vraiment un monde de possibilités de collaboration qui est très large et qu'on vous invite à venir découvrir, puisque de toute façon, toutes ces structures sont différentes, ont des appellations différentes suivant leur nature, mais elles ont toutes le même but, qui est la formation professionnelle et l'inclusion de personnes éloignées de l'emploi, avec la finalité, le souhait en tout cas, que les personnes qui passent par ces structures arrivent à retourner dans l'emploi dans les entreprises qu'on dirait classiques ou le milieu ordinaire. On n'a pas trouvé de plus joli terme, mais en tout cas, il est clair. Donc, avant de rentrer dans le détail des types de collaboration, j'ai voulu vous le présenter sous un angle de marche, de pas. Souvent, c'est comme toute relation, hein, ça se construit. Et s'il y a des personnes, dès qu'on les rencontre, elles veulent aller à la troisième marche et déjà avoir un engagement fort, il y a des personnes, elles ont besoin de première marche. Et ensuite de seconde. Euh, donc, ces marches, en fait, elles vont tout simplement, en fait, décrivent le niveau d'engagement. Les premières, de la première à la troisième, l'engagement, on va dire, sera plutôt court sur la première, peut être court en tout cas. La seconde, il est un peu plus long, donc, et la troisième, il va être pérenne. Voilà.
Donc, pour aller un peu plus loin dans cette première marche, je vais laisser la parole à notre intervenante, Annie Mendy, qui est responsable du service relations entreprises chez Ares et qui va nous parler justement de ces partenariats concrets, de ces initiatives différentes et très larges. Et donc, on vous a mis qu'un extrait ici qui sont voilà, plus court terme. Voilà, c'est à toi, Annie. The floor is yours. Merci. Vous m'entendez là? Oui, on entend très bien. Ok, très bien. Merci. Donc, pour me présenter brièvement, donc je suis Annie Mendy, responsable du service relations entreprises au sein du groupe Ares. Et en fait, la mission de notre équipe, c'est d'être en appui de tous les établissements et programmes qui accompagnent les personnes en situation de précarité vers l'emploi. Donc, nous, concrètement, on va vraiment intervenir en dernière étape de parcours d'insertion. Cela signifie qu'on va approcher des entreprises, que ce soit des grands groupes, des PME, des petites entreprises, en tout cas, des entreprises qui ont des gros enjeux de recrutement, qui peuvent rencontrer des difficultés de recrutement. Et là, on le voit clairement sur le sujet de la supply chain et de la logistique. On sait que il y a des métiers en tension et qu'il y a des besoins concrets. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de créer des passerelles, de faciliter au mieux le recrutement de manière inclusive, en tous les cas, des personnes que nous accompagnons et pour faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer en entreprise dite ordinaire. Et donc là, là où je voulais justement faire un focus sur les initiatives qu'on met en place, déjà, c'est vrai que le premier enjeu, comme l'a dit Inès, par rapport vraiment à ces différentes marches, il est très important de pouvoir développer, de pouvoir créer un partenariat qui se fait sur la durée, qui permette déjà d'établir une relation de confiance avec, d'une part, les RH, qui ont des enjeux de recrutement, certes, mais plus largement aussi qui ont cette envie, c'est un peu plus facile d'ailleurs avec eux, mais qui ont vraiment cette envie de pouvoir développer une politique RSE, de pouvoir mettre en place des actions concrètes autour de l'inclusion, de la diversité. Et c'est vrai que nous, typiquement, ce sont nos interlocuteurs privilégiés pour pouvoir réfléchir à comment on peut travailler ensemble pour que nous, on puisse être force de proposition dans le sourcing de candidats, mais aussi pour sensibiliser les managers qui sont pour le coup, in fine, en première ligne sur les sujets de recrutement. Et donc, nous, notre intérêt, c'est vraiment déjà de pouvoir leur illustrer des choses qui ont fonctionné grâce à d'autres partenaires de différents types de structures, notamment de différents types de secteurs. L'idée, c'est que se rendre compte que finalement, si on est dans le secteur de la logistique ou du BTP, il y a quand même des points en commun. Les difficultés sont communes en tous les cas pour ces différents secteurs. Et l'idée, c'est de pouvoir dire que voilà, comment nous on peut vous aider à lever les a priori qu'on peut avoir sur ce type de public, les a priori type est-ce qu'il va être très vite opérationnel parce que nous, voilà, on a des enjeux de productivité, on a des exigences clients derrière, on a une saisonnalité qui fait que typiquement dans le dernier trimestre, on doit répondre en tout cas à la grande demande de clients. Voilà, donc nous, on a vraiment ce sujet-là à travailler avec les RH. Et on le sait aussi pour rassurer les managers qui ont ces enjeux d'opérationnalité. Ce qui nous semble essentiel derrière, c'est vraiment de dire que voilà, commençons pas à pas à travers des actions très concrètes, c'est-à-dire qui permettent déjà de voir en situation réelle comment travaillent les personnes en situation de précarité. Et pour nous, c'est pour cette raison que là, j'ai mis quelques images derrière pour montrer que voilà, ce type d'action peut vraiment peut être un vrai succès en tout cas et peut aider en tous les cas à rassurer les entreprises qui souhaitent travailler avec les SIAE. Et donc là, typiquement, vous avez des premières photos où on sait que quand je parlais de créer la rencontre, ça va se traduire par des job dating. Donc, c'est-à-dire au lieu de passer par un process classique, je vais regarder son CV, s'il y a les prérequis, pas prérequis, qu'importe. Enfin, l'idée, c'est vraiment, comme on le sait, de la part des RH, ils nous le remontent très souvent d'ailleurs. Nous, on veut quelqu'un qui soit motivé, on veut quelqu'un qui ait on va dire, des compétences en termes de savoir-être qui priment vraiment sur la partie technique. La partie technique, on verra, mais déjà au moins en termes de savoir-être, c'est ça qui va être essentiel. Et pour justement vérifier cela,
le meilleur moyen, c'est déjà de rencontrer la personne, de voir quelle est sa motivation. Et donc, en mettant en place ce type d'action comme des job dating, de manière un peu plus conviviale, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça permet un peu de désacraliser la chose, de mettre en place, on va dire, un climat qui va être vraiment sain, en tout cas, aussi bien pour le RH ou le manager et le candidat, pour qui l'exercice n'est pas forcément facile, et de le connaître autrement, en tous les cas. Nous, typiquement, on travaille avec un partenaire comme IKEA qui ne va pas être sur un entretien sur CV, au contraire, qui travaille sans CV. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir savoir un peu quelle est sa personnalité, comment elle voit les choses dans le travail, quels sont finalement ce qu'on appelle les soft skills, hein, pour savoir si elle peut vraiment derrière intégrer en tout cas l'entreprise. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de répliquer en tout cas auprès des entreprises pour connaître autrement la personne. Ce qui va être aussi important, et on le voit, ça va être d'embarquer les managers. Les RH sont plus ou moins au fait de ces sujets-là, puisque ça fait partie en tout cas de leur activité, de leurs enjeux, mais on sait que les managers, ils sont sur un tout autre niveau qui est, moi j'ai besoin de quelqu'un maintenant, tout de suite, opérationnel, et là-dessus, on sait qu'il est essentiel aussi d'embarquer les managers qui sont également recruteurs, et donc le fait de pouvoir sensibiliser sur des ateliers pour leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une structure d'insertion par l'activité économique, de lever un peu les a priori qu'ils peuvent avoir en premier, c'est-à-dire que eh bien, ces personnes-là, typiquement, travaillent déjà chez nous, au sein de leur parcours d'insertion. Pour la plupart, sont sur des activités de logistique, donc connaissent très bien l'environnement de travail, connaissent bien les enjeux clients dans ce type de secteur. Et donc finalement, ça va être très facile pour eux, en tout cas, de s'adapter dans un autre environnement, certes, mais quand même qui, on sait, ont les mêmes enjeux. Donc nous, on travaille beaucoup sur ce type d'action de sensibilisation pour que les managers euh, se rendent compte concrètement que, certes, en effet, j'avais cet a priori que ça va être très compliqué en termes d'accompagnement, mais finalement, oui, il faut un peu d'accompagnement, mais au niveau on va dire, de la partie technique, de la partie environnement de travail, ça va être beaucoup moins difficile. Et que finalement, par rapport aux obstacles qu'ils peuvent avoir en tête, ça va être beaucoup moins insurmontable qu'ils peuvent l'avoir. Donc, nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là pour pouvoir les embarquer. Et ça permet derrière, encore une fois, d'être beaucoup plus concret en expérimentant des choses comme les PMSMP. Je pense que vous connaissez, donc les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Donc, c'est un dispositif de France Travail. Nous, pour l'utiliser, le réutiliser à loisir, on sait que c'est quelque chose aussi qui peut être très rassurant pour les entreprises. C'est-à-dire que là, de manière très concrète, euh, avant de contractualiser avec la personne, d'aller un peu plus loin et pour pouvoir aussi le connaître un peu différemment, même j'ai envie de dire en situation de travail, le meilleur moyen, c'est aussi de le tester. Donc de pouvoir l'accueillir sur une durée assez courte. Ça commence par une PMSMP, typiquement, un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, qu'importe, l'idée c'est au moins de pouvoir voir justement dans son propre environnement de travail, niveau entreprise, comment la personne va s'intégrer auprès de l'équipe, comment elle va prendre en compte les différents process, outils, et finalement de se rendre compte de sa capacité d'apprentissage et de se projeter derrière, de dire que voilà, cette personne, bah, au final, voilà, elle s'intègre assez rapidement. J'ai beaucoup plus confiance et j'ai envie d'aller plus loin dans le cadre d'une embauche. Ou au contraire, on le voit, hein, ça peut arriver, mais quand bien même de dire qu'il y a peut-être des écarts de compétences, on va s'arrêter là. Il y a peut-être des choses, en tout cas, à retravailler avant de l'orienter de manière, dans la durée, en tout cas, dans ce type de secteur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en place, qu'on systématise en tout cas dans la mesure du possible auprès de nos entreprises. Euh, il y a d'autres actions aussi. Vous en aviez parlé, monsieur, justement, sur le fait qu'il y a certes cet enjeu de trouver un emploi durable derrière, et ça, c'est vraiment notre objectif. Mais on sait qu'il y a un premier niveau aussi de vraiment travailler sur les projets professionnels, de s'assurer que c'est bien en phase avec son expérience passée, mais aussi avec ses capacités. Et donc, nous aussi, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas, c'est-à-dire de proposer des actions de découverte métier. Ça permet pour l'entreprise
de se mettre plus en visibilité, de développer un peu sa marque employeur, de montrer un peu quels sont les métiers clés justement dans son entreprise, comment ça fonctionne concrètement. Ça permet justement encore une fois, de créer la rencontre un peu différemment, de manière plus conviviale, au travers de ces visites qu'on a pu faire. Donc là, vous voyez sur la photo 4, c'était avec un de nos partenaires qui est dans le secteur de la restauration collective. Et c'était un bon moyen justement aux personnes qui avaient cette envie, en tout cas, de travailler aussi bien en restauration, mais aussi en logistique, tout ce qui est transport, livraison, de pouvoir voir directement en cuisine centrale comment se déroule justement le métier de commis de cuisine, le métier de livreur, chauffeur-livreur, etc. Et du coup aussi de pouvoir se projeter, de poser toutes les questions pour bien prendre en compte la mesure, les contours du métier, les prérequis, l'environnement, et en plus de rencontrer aussi, et ça c'est un vrai plus, de rencontrer les collaborateurs derrière, les managers. Donc ça, c'est également des types d'actions qui fonctionnent très bien, qui sont très appréciés au niveau des entreprises et qui peuvent permettre justement de casser les barrières en tous les cas entre les personnes qu'on accompagne et les entreprises. Merci beaucoup Annie, merci de ton intervention. Et on voit déjà que cette première marche, elle est plus courte, mais elle est déjà très importante. Pour traduire un peu de jargon, PMSMP signifie période de mise en situation au milieu professionnel. Donc c'est pour faire court, pour les personnes qui sont moins familières avec ça, ce serait comme un stage en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, on est sur la deuxième marche. J'aimerais que vous puissiez écouter le témoignage donc de Oden, qui est un des clients de Marguerite, qui est une entreprise d'insertion fondée en 2012, qui allie performance logistique et engagement social. Euh, et voilà, vous verrez, vous aurez d'autres petits liens et autres, puisque là, je ne pourrais pas tout vous passer là maintenant, mais vous aurez sur le support la possibilité d'y revenir et d'écouter plus de témoignages des personnes qui sont au quotidien avec les salariés et des entreprises qui sont au quotidien aussi avec les structures d'insertion. Donc voilà, je vais juste vérifier. Je pense que ce serait le deuxième. Je vais juste vérifier ça. Oui, je pense. Oui, pardon. Je vous l'introduis du coup. Donc, concernant la supply chain, en dehors de notre échange avec Laurence de chez Oden, on est sur une start-up de cosmétiques naturels qui fait travailler des agriculteurs français. Euh, et donc, il y a eu beaucoup de questionnements qui se sont posés. Comme toute start-up, on fait des investissements et il y a d'autres endroits où on doit limiter les coûts, faire attention, etc. Et on sait que la supply chain est un endroit critique pour limiter ses coûts. Et donc, dans le premier témoignage que vous pourrez écouter, donc Laurence vous explique pourquoi elle s'est tournée vers l'inclusion. Mais ce que j'ai envie de vous présenter dans le temps limité qu'on a, c'est pourquoi elle y est restée. Parce qu'on peut se dire, voilà, j'essaye, je mets la démarche en place, et derrière, la pérennité n'est pas toujours là. Donc là, Laurence et l'entreprise Oden sont avec Marguerite. Margot, je te laisse me corriger, mais il me semble depuis 5 ans ou 6 ans, puisque vous avez même vécu le confinement ensemble. Donc je te laisserai un peu l'écrire dans le chat, peut-être pour un peu donner un peu de détails peut-être sur la durée contractuelle, mais voilà, je voulais qu'on écoute Laurence sur pourquoi elle a choisi de rester en fait au niveau de l'inclusion. On n'entend pas. Enfin, moi, j'entends pas. Non plus. D'accord, étonnant. Julie, peut-être allume ton son si tu peux. Plus une modalité, peut-être. Ah oui, bonne idée. Ouais, on va faire Ok. plus simple. Voilà, et vous allez nous dire si c'est OK. Mettez la musique combien de temps? Oui. J'ai mon micro qui est allumé là. Vous entendez? Dis remets. Non, moi, c'est opérationnel. Marguerite, par la suite, comme Ouais, il y a de l'écho. On arrive à couper. j'ai coupé mon son. Ouais. Euh, J'arrive tout de suite. Je crois qu'il y a une manip à faire pour pouvoir faire
entendre le son. J'avais essayé une fois, mais je me souviens plus, malheureusement. Non, toujours pas, le son. Non, moi, j'entends pas non plus. Attends. T'es amené à remettre en question, à se dire, OK, on travaille avec de l'inclusion, mais est-ce que peut-être sur notre société qui pourrait être travailler beaucoup avec. Je crois pas. Alors, au début, On entend très mal, en fait. À permettre, c'est ça? Ouais, c'est dans les options. Autres paramètres audio. Tu autorises quelque part les vidéos. Merci Rachel. Paramètres audio. C'est quoi le son spatial? C'est peut-être ça. Non. Là, comme ça, je m'en rappelle plus très bien. Ouais. Sinon, non, t'as le lien. Enfin, ouais. Et de toute façon, en vrai, on va envoyer le support. Hein. Ouais, on vous enverra le support, tout à fait. Tac, tac, tac là-dessus. Donc, ce que Laurence, en fait, explique dans ce partage, tout simplement, c'est que économiquement, ça faisait sens et humainement, ils étaient tout aussi bons qu'un prestataire logistique classique, même meilleur, car plus adaptable et plus orienté client et personnalisation et dans le détail. On voit aussi beaucoup d'engagement au sein de l'IAE et c'est ce qui ressort de ce que Laurence peut nous partager sur le fait que elle renouvelle en fait, on va dire en permanence sa confiance auprès de Marguerite. J'aimerais vous présenter la deuxième marche. La troisième, j'y passerai extrêmement rapidement puisque c'est moins l'objet ici. La deuxième marche est mettre en avant un parcours de recrutement inclusif avec un focus sur la prestation logistique avec possibilité de recrutement. Donc, logins. Et donc là, c'est la troisième marche, c'est pour ça que j'y vais très rapidement, est une joint venture sociale entre le groupe Ares et GXO, qui est un des leaders mondiaux au niveau de la supply chain. Leaders mondiaux d'ailleurs, au niveau de la supply chain. Sur cet entrepôt, donc Logins, il y a plusieurs clients, dont Veja, qui est une entreprise de premier plan, surtout en termes de textile et surtout de chaussures responsables. Et donc, ce que fait Logins avec Veja, donc Veja renouvelle sa confiance à Logins aussi depuis plusieurs années. Et donc, les salariés qui travaillent à la réception, à la préparation de commandes, à l'expédition, au retour, sont des salariés donc en insertion. Et la volonté par la suite pour les salariés qui souhaitent rester dans ce domaine, parce que certains décident voilà, de partir sur d'autres domaines, mais c'est aussi de continuer en supply chain, et notamment, ce que vous verrez comme témoignage, c'est un salarié qui, lui, grâce à la passerelle Logins, a pu obtenir un CDI chez GXO et y est depuis 3 ans. En tant que cariste, et il a passé tous ses cassettes en interne au sein de Logit, et ça lui a permis d'être prêt à l'emploi. Euh, donc voilà. Je vais plutôt donc passer sur la partie joint venture sociale. Donc comme je vous en parlais, on parlait de logins. En fait, tout simplement, la troisième marche, c'est créer une entreprise avec une structure d'insertion. Donc l'entreprise dite du domaine classique crée une structure avec donc souvent SAS, hein, avec une entreprise dite d'insertion. Et ils allient mission sociale avec activité d'entreprise, on va dire, classique. Alors, j'aimerais
on puisse passer sur la partie employeur-habilité. Donc, je vais déjà beaucoup parler de ce programme, en fait, qu'on propose, ce parcours, qu'on propose grâce au soutien du conseil départemental. Je voulais juste expliquer qu'il contient des séquences collectives, donc avec notamment une visite d'une joint venture sociale type Logins dont on a parlé ci-dessus, ou voilà, ou d'autres. Et le focus aussi est sur un accompagnement individuel, parce qu'on a remarqué que le succès des accompagnements tenait aussi beaucoup à la compréhension des problématiques de l'entreprise. Je vous donne un exemple concret avec les résultats qu'on a eus en BTP. Donc, les résultats qu'on a eus en BTP nous ont permis d'aller déjà à l'organisation et à la recherche de plus de 20 000 heures d'insertion qui étaient peu ou pas suivies, donc des heures avec des publics issus de l'inclusion. Et ce qui nous a permis, ce qui a été vecteur dans ce parcours, c'est qu'ils sont passés d'une insertion qu'ils subissaient, parce qu'ils ont des clauses obligatoires dans le BTP, en fait, pour effectuer cette inclusion. Donc, à des clauses subies, à des clauses choisies et réfléchies, et avec des partenariats durables. Et on le voit par le commentaire d'un des chefs d'agence des entités de Vinci Construction qu'on a pu accompagner, qui explique que le parcours employeur habilité leur a permis d'avoir une nouvelle maîtrise du recrutement inclusif et que c'est un vrai levier de recrutement maintenant au sein de leur organisation. Ils sont passés d'un mode dégradé, on va dire, de collaboration à un mode proactif, à un mode réfléchi, ce qui les a beaucoup aidés. Et même ces entités vont même aujourd'hui plus loin avec la mise en place d'un parcours de formation donc dédié avec le soutien de France Travail. Donc on est là vraiment aux étapes suivantes. Et bien sûr aussi, on a beaucoup eu de premières marches, comme Annie nous en a parlé aussi, donc des périodes de mise en situation au milieu professionnel, un contrat passerelle, aussi des contrats de professionnalisation signés, donc à venir, et ou réalisés ou en cours de réalisation. Donc, ça leur permet aujourd'hui d'être beaucoup plus actifs là-dessus et beaucoup plus en connaissance. Euh, donc, dans le contexte de ce parcours, le conseil départemental est notre financeur et qui nous accompagne pour que ce parcours soit le plus adapté possible et le plus pertinent, concret et impactant possible pour les entreprises. Et donc, je vais laisser la parole à Déborah pour nous parler un peu plus de tout ce qu'il y a autour de ce parcours. Bonjour. Oui, je suis en visio. Ok, d'accord, très bien. Oh, excusez-moi, mes collègues sont intervenus pile poil au moment. Merci. Donc, en fait, effectivement, je voulais vous dire qu'effectivement, c'est assez nouveau pour le département de la Seine-Saint-Denis d'investir de l'argent pour les entreprises, puisque d'habitude, voilà, on a énormément de financement pour faire des formations, essayer de monter des projets directement pour placer en emploi ou le retour, trouver des projets professionnels pour les personnes en recherche d'emploi, et notamment, on pense toujours aux personnes les plus éloignées de l'emploi, comme les allocataires du RSA, puisque l'on finance le RSA au département. Mais en fait, cette fois-ci, c'est novateur. On s'est dit, on va aider, on va financer via un appel à projet employeur habilité, on va aider les entreprises à recruter les personnes les plus éloignées de l'emploi, et la cible, bien sûr, sont les allocataires du RSA. Et donc, on a développé donc depuis 2 ans cette façon de faire. Et comme vous le disiez très bien, Inès, donc c'est Ares qui porte le projet employeur habilité, et Social Cobiz, donc qui s'adresse directement aux entreprises pour casser les stéréotypes, lever les pensées. Voilà, on parlait de il faut quelqu'un qui travaille tout de suite, efficacité, etc. Lever les pensées négatives sur le fait que les personnes les plus éloignées de l'emploi ne sont pas efficaces, et comment on fait pour les réunir dans des métiers, les recruter. Voilà. Donc ça a été c'est assez novateur. On est en train de regarder aussi les résultats et voir qu'on crée des événements, notamment comme la semaine prochaine, je ne sais pas si tu vas l'évoquer, mais voilà, des événements de retour aussi de pratique
pour voir l'impact de l'employabilité dans les recrutements ensuite des entreprises. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Et donc, ce webinaire a lieu dans le cadre effectivement de la Semaine nationale des métiers du transport et de la logistique. Et donc, le parcours BTP, comme j'ai mentionné, il a duré à peu près 6 mois. Et donc, on est vraiment sur des logiques d'accompagnement entre 4 et 6 mois. Et là, on a un événement de clôture, donc la semaine prochaine, qui va nous permettre de faire le bilan sur tout ça et de voir comment l'entreprise, elle rapporte ça avec elle. Donc, on a déjà la partie POI, mais effectivement, on aura aussi d'autres belles nouvelles, j'en suis sûre, sur ce qu'ils ont mis en place à aujourd'hui. Donc, employabilité supply chain est encore disponible. Donc, il nous reste 2 places. Donc, on peut accompagner 2 entreprises à partir de septembre 2025, entre du coup 4 et 6 mois sur leur recrutement inclusif et la manière de le faire et de le rendre pérenne et efficace pour elles. Et donc, nous sommes actuellement ouverts à toute entreprise qui souhaiterait travailler cela avec nous euh, pour faire évoluer leurs pratiques. Voilà. Est-ce que je pense que de mon côté, j'ai terminé. Est-ce que Déborah ou Julie, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être, voilà. Je pense que c'est clair. Je trouve ça très intéressant. On va diffuser en tout cas aux entreprises avec qui on avait déjà été en échange et ou qui n'ont pas pu se connecter et ou enfin à venir. J'ai une question pour la personne qui est restée, Thierry Semar. Est-ce que vous intervenez en Seine-Saint-Denis ou c'est que à Paris? Non, notre périmètre d'intervention, c'est principalement Paris. Mais, D'accord. je me pose la question, c'est comme si j'étais tout seul. Mais la question, on se pose la question de la mobilité géographique liée à l'emploi, en fin de compte. Justement, on sait bien, le département a ses responsabilités, la ville de Paris, le département, a ses propres responsabilités, périmètre d'intervention. Nous-mêmes, nous travaillons à accompagner les personnes éloignées de l'emploi, parce que nous portons le pli de Paris aussi. Et du coup, on sait bien que, il faut bien se donner un périmètre pour intervenir. Mais là où je trouve qu'il y aurait intérêt à réfléchir aux passerelles, c'est peut-être justement sur de l'innovation sociale telle que vous avez témoigné ce matin. Nous avons un transfert ou un échange parce que les personnes sont prêtes à bouger pour de l'emploi. Et à un moment donné, le 93, on sait à quel point vous êtes dynamique et à quel point les emplois que vous portez sont différents de ceux qui sont portés sur Paris. Et ça élargit les choix professionnels des personnes. Et inversement, je dirais, les habitants du 93 sont évidemment les bienvenus sur les emplois de Paris et portés par les entreprises parisiennes. Donc je pense que là, ça mériterait de travailler à cette mobilité ou à la visibilité des emplois d'un département à un autre. Franchement, je trouve ça dommageable. J'ai même des collègues, alors même, il y a des freins qui sont liés aux collègues eux-mêmes, hein, quand ils font de la prospection, de la mise en relation sur les entreprises et les offres d'emploi, mais le public aussi dit, ah ben non, mais moi je veux travailler à Paris. Ok, mais si vous habitez, pardon, si vous habitez le 18e, franchement, en face de chez vous, vous avez Aubervilliers, C'est Pantin, ça, vous avez tout à toute fait. cette ribambelle de villes très dynamiques, puisque j'habite à Pantin et je vois bien à quel point Pantin est une superbe destination d'emploi et de vie. Donc, à un moment donné, là, il y a des choses. Enfin, alors, je ne sais pas, je vous le dis maintenant parce que on a intérêt à rester dans la boucle les uns des autres, d'un département à l'autre. Et même si notre périmètre d'intervention reste Paris en termes de public, la mobilité à l'emploi, ça doit être vécu de façon plus ouverte. Alors, justement, on a un programme en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Ouvre-moi ta boîte. Et il y a 2 visites. Notamment, je pense à Saint-Denis-Pleyel, qui est quand même très accessible pour les personnes qui habitent le 18e. Ça s'appelle, donc c'est Keolis Métro.
Ok. qui va avoir des besoins en ambassadeurs. Et ils vont présenter le métier ambassadeur et ils vont faire visiter du coup le site. Donc si vous voulez, je peux vous partager, là, regardez, je vous mets dans le... Hop, je vous mets le lien. Et, euh, et en fait, la particularité de cette d'Ouvre-moi ta boîte, c'est qu'il faut absolument que les personnes soient... Alors je vous en parle parce que normalement c'est pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, mais il reste de la place, donc autant en profiter. Donc, il faut que les personnes soient, le projet soit ciblé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit tout venant. Ah, je suis Keolis Métro, qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. Non, c'est des personnes qui ont envie de travailler dans le domaine du transport, de la logistique. Il faut valider le projet professionnel et ensuite, il faut venir avec elle. Alors, c'est un peu particulier. Voilà, faut venir rencontrer Keolis avec un groupe, en fait, ou deux, trois personnes que vous accompagnez. Et vous pouvez préciser. Que vous êtes de Paris, il n'y a pas de souci. Il reste de la place pour Colissimo et pour Keolis. Et tout ça, c'est jeudi matin. Colissimo, c'est à Aulnay-sous-Bois. C'est plus loin, déjà. C'est moins accessible, alors que Saint-Denis-Pleyel, je sais que quand même, c'est assez accessible. Je vous envoie ça tout de suite. Merci. Tac, tac, avant qu'on ferme. Hmm. Mais l'idée, c'est que là, cette rencontre pour nous, ça soit l'occasion de partager au fil de l'eau notre actualité peut-être. Et, et peut-être initier des contacts avec nos chargés de relations entreprises. Nous en avons 5 à l'EPEC qui travaillent sur le pli et qui travaillent sur le programme avec. Nous avons bien sûr l'équipe clause sociale. Vous parliez des entreprises pour lesquelles du coup il y a une obligation de répondre à des marchés et à inscrire des clauses sociales dans leurs réponses. Je pense que là-dessus, enfin, je trouve qu'il y aurait une concertation. Les entreprises que nous avons, elles travaillent aussi sur d'autres départements et elles sont closées aussi sur d'autres territoires que Paris. Donc franchement, je ne sais pas. Alors, Complètement. je vais interroger ma hiérarchie pour savoir quelles sont les relations que nous avons. Moi, j'ai en tête un contact, c'est Sophie Castet sur le 93. Donc, j'ai en tête ce niveau de contact pour nous à l'EPEC. Mais franchement, pour l'instant, ça ne se traduit pas par de la visibilité, de la collaboration sur des actions Oui, comme on celle pourrait que plus vous évoquez collaborer, là. c'est clair. Hmm. Et c'est dommage. Mais je crois que C'est Mme dommage. Cassier, je crois que Mme Cassier a Non, vous avez elle raison, parce que les entreprises parisiennes recrutent des personnes qui habitent pas que Paris. mais oui. Donc, oui, non, on est content de vous avoir aujourd'hui, bien sûr. Et dans l'inverse, nous, il faut qu'on arrive à passer la frontière. Et passer la frontière, c'est aussi venir avec les personnes, en accompagnant les personnes. C'est ce que C'est ça. font les médiateurs du programme avec. C'est qu'à un moment donné, quand nous avons des groupes constitués, des entreprises qui veulent bien accueillir un groupe, le médiateur ou la médiatrice vient avec le Mm, groupe. mm, mm. Donc, je crois qu'aussi, ça, c'est un élément qui favorise aussi euh, l'interconnaissance entre nous. Hmm. Bon, bah, je ne veux pas Complètement. encombrer la conversation, mais merci hein, Non, pour cet échange. Franchement, je l'ai hésité à me dire, mais est-ce que c'est pour moi? Et oui, c'était pour moi, oui. mais je vais juste vous faire un petit peu les gros événements de cette semaine, parce que c'est la semaine des métiers transport logistique. En fait, il va y avoir, pour les personnes que vous accompagnez, voilà, si elles sont pas très loin de la Seine-Saint-Denis, il va y avoir plusieurs forums. Donc, un forum transport logistique qui aura lieu à UCAN, donc c'est à Rosny 2. Vous voyez, hein, si les gens se prennent la 11, ils arrivent déjà à Rosny 2 s'ils veulent rencontrer des entreprises qui recrutent. Il y a le Café Contact de l'Emploi, donc ça c'est local, c'est le Blanc-Ménil. Je recommande pas forcément aux Parisiens de venir parce que c'est vraiment pour des Ouais. gens qui veulent travailler au Blanc-Ménil. Et par contre, on a un gros forum transport logistique. Et là, ça sera organisé, c'est à l'aéroport, hein, mais c'est Tremblay en France, en fait, c'est la Cité des métiers. Donc, OK. si vous avez des gens qui ont un programme, un projet, pardon, transport logistique, cette semaine, ils doivent vraiment aller le 19 après-midi à Roissy, à la Cité des métiers, pour rencontrer les entreprises qui recrutent. Voilà. Donc, ça, c'était la principale activité de cette semaine pour votre information. À plus.
Ah, flûte. Je suis pas en tout. Merci beaucoup, Déborah. Merci pour tout ça. Merci de votre présence. Donc, ce qu'on fera, c'est que on va envoyer le support et l'enregistrement aux personnes qui étaient enregistrées, qui étaient prévues de se connecter, notamment les participants entreprises. Voilà, on fera le suivi pour voir si vous avez pu faire le visionnage. Et si vous avez des questions, on reste là. Il y a je les repartage, mais il y a nos coordonnées qui sont dans la présentation avec Julie. Et j'ajouterai aussi les coordonnées d'Annie, euh, si vous avez, et celles de Déborah. Comme ça, vous pourrez les contacter aussi au besoin sur les sujets divers et variés. Je vous remercie beaucoup de vous être connectés. On sait qu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'économie, de l'attention, de la concentration et du temps. Donc, le temps que vous dédiez à ce moment est toujours précieux. Donc, merci de l'avoir fait ici. Et j'espère que les personnes qui nous visionneront aussi pourront retirer quelque chose de ce partage. Merci à toi pour la qualité de ton travail, Inès. Et effectivement, c'est extrait d'une étude que Inès va publier ensuite par la suite via en tout cas la plateforme voilà, le petit départemental de la Seine-Saint-Denis. Encore merci pour votre présence. Merci beaucoup Inès, merci Socia Cobis, merci d'avoir été là. Et puis Julie, j'ai oublié de te dire merci aussi. Et à très bientôt. Merci de permettre tout ça, Déborah. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.